Plus de 20 ans après le début du chantier, la construction du plus grand château d'Europe se poursuit. Le domaine royal mesure maintenant plus de 700 hectares. Et pour avoir de beaux jardins, des centaines de fontaines vont être installées. Mais la mise en œuvre va s'avérer particulièrement compliquée. Versailles, c'est un des rares châteaux en France qui ne passe pas à proximité d'un cours d'eau. Et pour un roi qui désire toujours plus de fontaines, eh bien, c'est problématique. À Versailles, il n'y a pas d'eau. Plus exactement, quand il y a des eaux, ce sont des petits ruisseaux. Et pourtant, Louis XIV a voulu avoir ce qu'on appelait à l'époque le contentement des fontaines. L'eau manque. Par conséquent, il a été nécessaire de créer des étangs artificiels. Versailles, l'emblème de la splendeur française. À 20 km de Paris, se trouve cet immense château, le plus grand au monde. 700 pièces, 2153 fenêtres, 47 bassins, 800 hectares de jardin. Le mot qui permettrait de résumer le château de Versailles, ce serait le mot démesuré. 63 000 mètres carrés de superficie, l'équivalent de 8 stades de football. Bienvenue au château de Versailles. C'est le plus grand coup d'éclat du pouvoir qui, par la pierre, veut marquer les esprits. Véritable rêve d'or, de pierre et d'eau. Sa conception intrigue encore aujourd'hui, plus de 3 siècles après sa construction. On a véritablement le plus gros chantier de l'Ancien Régime. Nous allons vous raconter cet incroyable chantier qui a mobilisé des ressources colossales pendant plus de 50 ans. On dit qu'au plus fort de la construction, on serait arrivé jusqu'à 36 000 ouvriers, ce qui est plus que gigantesque. 36 000 ouvriers, des dizaines de milliers de tonnes de pierre, 120 000 mètres carrés de toiture, du jamais vu. Mais Versailles, c'est aussi la haute technologie, avec un chantier qui a permis la création d'outils et de systèmes révolutionnaires. Tout est nouveau, parce que tout est beaucoup plus grand. On sait tracer évidemment des grands axes, des perspectives, jamais à de telles dimensions. C'est un exploit technologique de premier ordre pour l'époque. Un chantier qui a aussi son côté sombre avec ses tragédies. Voici l'histoire de cette construction unique et hors norme. C'est montrer qu'il est le maître non seulement des hommes, mais aussi de la nature. Le château de Versailles, la construction d'un rêve impossible. Le château de Versailles fait partie des sites les plus visités au monde. Plus de 7 millions de personnes déambulent chaque année dans ses couloirs, ses galeries et son parc. Et c'est justement dans les jardins que nous débutons notre visite. Les 1700 fontaines et bassins font partie des attractions préférées des visiteurs. Mais qui parmi eux sait qu'il existe sous ces jardins, à 3 mètres sous terre, un labyrinthe de 35 km de galeries souterraines, indispensable au bon fonctionnement de ces jets d'eau. Chaque jour, Gilles Bultez, le chef du service des fontaines, inspecte le réseau. L'objectif ? Vérifier l'état de chaque tuyau et s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. La grande partie de ce réseau hydraulique date de la construction du château de Versailles au XVIIe siècle. Toutes ces canalisations demandent donc une surveillance particulièrement accrue. 80% est d'époque Louis XIV. Donc on a un réseau qui est vraiment très ancien et qui est encore en très bon état. Et leur particularité, qu'on l'on peut observer ici, c'est qu'elles étaient faites de 1 mètre de long. Donc tous les 1 mètre de long, on a ce système de bride où en sandwich, entre les deux, il y a l'étanchéité faite avec du cuir. Et donc ce système-là, à traverser les siècles, ne fuit toujours pas. Et on a la chance de pouvoir encore en profiter pleinement. Et on en a énormément aussi en pleine terre qui sont sous le parc.
Et la performance technique ne s'arrête pas là, car c'est toute une ingénierie de pointe qui est mise en place pour faire fonctionner les fontaines et offrir le plus beau des spectacles. Alors, le principe ici des jets d'eau, c'est un principe gravitaire. On utilise la gravité. On stocke de l'eau dans un réservoir en hauteur qui est liaisonné avec une canalisation qui va sur une fontaine. Et par le propre poids de l'eau, l'eau va cheminer jusqu'à la fontaine et créer le jet d'eau. Au total, lorsque toutes les fontaines fonctionnent, 4 millions de litres d'eau par heure sont nécessaires. C'est l'équivalent de 166 camions-citernes. Une eau qui circule en circuit fermé. Ce réseau hydraulique est une véritable prouesse pour l'époque de Louis XIV. Ici, on est au cœur de la technique et tout ça, bien sûr, c'est caché puisque tout ce qui est à l'extérieur, c'est le plus beau avec le marbre, les jets d'eau, la dorure. Mais ça ne fonctionne pas si, en souterrain, on n'a pas tous ces réseaux, cette ramification, ce travail du fontainier qui est au cœur des réparations. Aujourd'hui, le château de Versailles est un site grandiose et incontournable. Pourtant, il aurait pu ne jamais exister. Car lors de sa construction, personne ne désirait voir une telle cité bâtie à Versailles. Personne, sauf un homme. Nous sommes en 1661 à Paris. Dans son château du Louvre, le roi de France Louis XIV est contrarié. Il cherche à quitter cet endroit qu'il juge exigu et démodé. Louis XIV n'a que 23 ans, mais il a déjà des rêves de grandeur. Sa résidence officielle, le Louvre à Paris, est un endroit tout sauf commode au XVIIe siècle. Autour, il y a plein de maisons, tous les grands seigneurs ont bâti, donc on ne peut pas étendre le château comme on aurait envie de le faire. Et le Louvre est tout sauf un bâtiment digne d'un grand souverain du XVIIe siècle. Il faut un château, un gigantesque château. Et le jeune roi a une idée. Versailles. Dans ce petit village aux abords de Paris, il y a de l'espace et surtout le pavillon de chasse de son père, Louis XIII, logé dans un bois. C'est une toute petite butte occupée par une vieille maison forte, un moulin à vent qui est en haut de cette colline. Et tout autour, on a une zone de forêt, d'eau stagnante, de marécages. Qu'y avait-il à Versailles avant l'intervention de Louis XIV? Il y avait un village, une église, un manoir, cerné par des collines. Et on avait l'impression que Versailles était dans un trou. Versailles est peut-être éloigné de tout, mais Louis XIV y voit l'endroit parfait pour construire le bâtiment le plus grandiose et avant-gardiste du royaume. Mais à quel architecte confier cet immense projet? Pour le jeune roi, la réponse est immédiate lorsqu'il fait la visite du château de son ministre des Finances. Le fameux château de Vaux-le-Vicomte, pensé et dessiné par Louis le Vau. Ce qui le marque, c'est l'ordonnancement des jardins, c'est la perspective, c'est la lumière, c'est les miroirs d'eau qui reflètent le château. Donc il y a un tout qui exprime ce qu'on est capable de faire au mieux à ce moment-là. Louis XIV, ce qui l'a subjugué, c'est l'organisation autour de la lumière. Finalement, la construction du château de Vaux-le-Vicomte a joué un rôle aussi dans la construction de Versailles, parce que Vaux-le-Vicomte était le plus beau château de France. Face à ce château splendide, Louis XIV est jaloux. Tellement jaloux qu'il fait emprisonner son ministre des Finances quelques jours plus tard. Il est insupportable pour le roi de ne pas avoir de demeure à la hauteur du château de Vaux-le-Vicomte. Dans le premier Versailles, on a encore la vieille architecture de papa, de grand-papa avec Henri IV. Et la modernité de Vaux-le-Vicomte va permettre de voir vraiment à quoi peut prétendre un roi par rapport à des résidences qui sont utilisées par la monarchie depuis très longtemps. Pour Louis XIV, aucun doute, son château de Versailles doit s'inspirer de celui de Vaux-le-Vicomte. Et pour arriver à ses fins, il décide de s'entourer des meilleurs.
Louis XIV a réutilisé et réemployé la même équipe, donc les 3 grands hommes qui ont servi à Vaux-le-Vicomte, à savoir donc Levaux pour l'architecture, Lebrun pour la peinture et Lenôtre pour les jardins. Donc cette équipe-là, Louis XIV va l'employer pour Versailles. Seulement, l'équipe choisie par le roi va rapidement se heurter à un problème de taille. Autour du pavillon de chasse de Louis XIII, le site se révèle inconstructible. Il n'y a qu'une solution, il va falloir réaménager toute la zone. Le relais de chasse Louis XIII, c'est un site très étroit. Le plateau sur cette dépression est très très peu large. Et donc pour construire, il va falloir faire d'énormes travaux de réaménagement, de terrassement, de nivellement. Et l'essentiel des travaux des premières années va être de réaménager le terrain pour le rendre constructible. Le pavillon de Louis XIII se trouve au sommet d'une butte, entourée par des marais. Dans un premier temps, on agrandit la surface plane autour du château en ajoutant de la terre et des pierres. Puis on assèche le sol pour faire disparaître les marécages et rendre le terrain constructible. Seulement, ces travaux sont laborieux car ils se font avec les moyens rudimentaires de l'époque. Faire des terrassements, c'est une chose qui se fait à la pioche, à la bêche, avec des instruments que les paysans français du temps utilisent. C'est le règne de la brouette. Le château de Versailles n'est pas logique à cet endroit. Ce n'est pas logique, ce n'est pas naturel qu'un tel espace palatial soit né dans ces lieux, sur ce terrain-là. C'était un terrain à peine défriché, sans vue, avec des collines à raser. Et c'est ça que Louis XIV finalement a choisi pour édifier le plus grand château d'Europe. Pendant 7 ans, des millions de mètres cubes de terre et des milliers de tonnes de pierres sont remuées pour rendre le sol constructible. Une véritable prouesse pour l'époque. Les travaux de construction peuvent maintenant débuter, mais une nouvelle contrainte vient compliquer le chantier. Pour réaliser son gigantesque château, l'architecte Louis Levaux pensait raser le pavillon de chasse de Louis XIII. Mais Louis XIV lui impose de préserver le vieux bâtiment. La nouvelle réalisation doit comprendre l'ancienne, quoi qu'il en coûte. Louis XIV y tient, il le garde, il dit même qu'on pourra détruire le château de son père, il le fera reconstruire tout comme il était. Donc on voit bien qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Le fait de s'appuyer sur un bâtiment ancien qui vous contraint ne va pas simplifier les choses. Si on avait tout mis à plat, on aurait pu partir sur des bases totalement neuves et avoir un projet, une vision immédiate. Pour l'architecte, le défi est de taille. Comment construire le château le plus contemporain d'Europe en partant d'un bâtiment vieux de plusieurs siècles? Pour répondre à cette question, Louis Levaux a une idée. À l'est du pavillon de chasse, l'architecte voit une perspective. Le vieux bâtiment va donc s'entourer de 2 nouveaux édifices en briques côté ville. À l'ouest, côté jardin, Louis Levaux choisira de cacher la bâtisse en l'enveloppant de pierres blanches de taille. Très étonnamment, pour cette enveloppe et cet agrandissement du château, on ne va pas du tout respecter l'œuvre originelle et le château de Louis XIII et ses premiers matériaux. La brique pierre et ardoise qu'on a côté ville sera totalement effacée côté jardin où il n'y aura que la belle pierre blanche, une toiture qui disparaît. Donc vont cohabiter finalement ensemble le style ancien et le style le plus nouveau avec cette nouvelle façade. D'un point de vue architectural, l'idée de Levaux correspond aux exigences du roi. Mais alors que les travaux commencent et que les premières idées de l'architecte se concrétisent, Louis XIV va mettre la barre encore plus haut et réclamer du château qu'il soit une véritable cité aux capacités d'accueil démesurées. Septembre 1678 à Versailles. Louis XIV a alors 40 ans. Son château est en pleine construction, mais il décide encore de changer les choses.
Cette fois, Versailles ne sera pas qu'une simple demeure royale. Et le chantier va devoir s'adapter. La deuxième grande étape des travaux de Versailles va être le moment où le roi décide finalement de transformer le château pour accueillir sa cour. Dans 4 ans, Versailles devra être capable d'accueillir le roi, mais aussi ses milliers de courtisans. On parle de 8000 personnes qui pourraient venir vivre au château. La grande difficulté pour le roi, c'est de dégager suffisamment de logements pour les courtisans. Ça, c'est la clause numéro 1 du cahier des charges. Trouver de l'espace pour en accueillir le plus possible. Le projet est aussi précipité qu'ambitieux. En l'état, le château de Versailles n'a pas les capacités pour accueillir toute la cour. Alors comment accélérer le chantier? Un seul moyen, augmenter considérablement la main-d'œuvre. On a véritablement le plus gros chantier vraisemblablement de l'Ancien Régime, qui pourrait être comparé à ce qui se faisait au Moyen-Âge avec les cathédrales. On dit qu'au plus fort de la construction, on serait arrivé jusqu'à 36 000 ouvriers, ce qui est plus que gigantesque, surtout dans un endroit où il n'y a quasiment rien et une ville qui n'existe pas. Même si la main-d'œuvre est considérable, le chantier se heurte à de nombreuses difficultés. La tâche n'est pas facile pour des ouvriers qui doivent travailler sur des dimensions hors normes. Les outils de l'époque ne sont pas adaptés, il faut donc les moderniser. Pour le château, par exemple, pour le levage des pierres et la construction des ailes, eh bien, on va perfectionner l'antique système de la grue à cage à écureuil, qui est une sorte de grue avec un moteur constitué d'une cage tournante et avec un système de poulies, mais qui va être perfectionné à la mesure aussi des dimensions de Versailles. Ici, par exemple, un homme actionne la roue en bois en marchant à l'intérieur. La force dégagée est décuplée grâce à un mécanisme de poulie qui permet alors de soulever des poids importants. Le grand mathématicien Romer, par exemple, va faire des calculs géométriques pour la taille et l'appareillage des pierres, par exemple à la grande orangerie, où dans les angles, on a un enchâssement de formes géométriques extrêmement complexe. Échafaudage géant, treuil, grue. Pendant 4 ans, le chantier réunit les outils de construction les plus innovants de l'époque. Mais pour les ouvriers, il faut maintenir une cadence folle. Leurs conditions de travail sont difficiles et les accidents sont nombreux. C'est une pression donc au niveau du temps et donc au niveau des conditions de travail. C'est ce sur quoi je pense qu'il faut insister. Je pense que les hommes de Versailles, avant même d'être Le Vau, le nôtre, Louis XIV, Colbert, etc., ce sont ceux qui ont construit Versailles. Et la peine de ces ouvriers-là, c'est tout simplement les accidents du travail qui se multiplient. Ce grand chantier de Versailles, c'est une utopie, c'est une folie, c'est finalement le plus grand coup d'éclat du pouvoir qui, par la pierre, veut marquer les esprits pour illustrer la grandeur de la France. Elle avait besoin d'une image et elle l'a trouvée dans Versailles. La pression sur le chantier est à son comble. Pendant des mois, les ouvriers travaillent jour et nuit. Malgré tout, la construction prend du retard. Les matériaux proviennent de la France entière et leur acheminement va s'avérer particulièrement laborieux. À l'intérieur du château, il faut que tout inspire l'émerveillement. Donc, on va avoir une profusion de belles matières, une 50aine de marbres différents qui vont être utilisés sur le chantier de Versailles. Bien entendu, on a commencé par acheter des marbres en Italie, des marbres de Carrare. C'est des marbres qui coûtaient extrêmement cher et on a donc prospecté. Là aussi, ça a permis de développer, si vous voulez, la recherche dans ce domaine. Les marbres étrangers coûtent trop cher à importer.
Des dizaines de carrières de pierre de taille sont donc ouvertes dans tout le royaume. La principale se situe à plus de 800 km de Versailles, dans les Pyrénées. On fait venir du marbre de Campan des Pyrénées. Alors ça, c'est totalement nouveau. Car auparavant, tous les chantiers de construction utilisaient exclusivement les matériaux locaux. Et là, le chantier de Versailles montre un changement de dimension où on fait prospecter les ressources du pays de manière systématique dans tous les domaines, les métaux, les carrières, et on fait venir des matériaux de très très loin. Jour après jour, des quantités gigantesques de matériaux arrivent à Versailles. L'ardoise utilisée sur les toits vient d'Angers. La pierre blanche de Saint-Leu vient de l'Oise. Leur transport est un véritable périple. Par exemple, les marbres de Campan dans les Pyrénées sont transportés par la route jusqu'au port de Bordeaux. Puis ils prennent la mer jusqu'au port de Rouen, avant de rejoindre la Seine, jusqu'à Paris. Une fois arrivé dans la capitale, il faut reprendre la route jusqu'au château de Versailles. Temps de livraison, 6 mois. Si les délais sont aussi longs, c'est en partie à cause du réseau routier. Les routes ne sont pas forcément bonnes à cette époque-là. Les ponts et chaussées n'existent pas encore. Et donc, la circulation est très difficile. Les matériaux arrivent par des chemins plus que par des routes. Qu'importe ces délais, le roi n'a qu'un objectif: bâtir le plus beau joyau de France. Il y a une pression permanente sur le chantier, pression déjà par l'exigence du roi. Le roi veut que le bâtiment soit achevé dès qu'il a commencé à émettre l'idée de l'agrandissement. Sur le site, Louis XIV est omniprésent et il se donne tous les rôles: décorateur, architecte et maître d'œuvre. Il faut bien comprendre que Louis XIV est un bâtisseur et qu'il est le commanditaire mais aussi le maître d'œuvre. Le roi sur le chantier est présent à toutes les étapes. Il demande en permanence d'être informé de l'évolution du chantier, de l'avancement. Il s'intéresse heure par heure, on va dire, au chantier. Et non seulement il s'y intéresse, mais il est impliqué dans les décisions, dans les choix, dans les partis pris qui sont faits pour la construction. On a énormément de témoignages du roi qui annote ses rapports en disant « je veux ces fontaines, je veux ceci, faites comme ci, oui, non, bien ». Et donc on voit qu'il était toujours pressé. Pensez qu'il s'est fait installer une toile de tente sous laquelle il est présent avec un bureau et il travaille avec son ministre de la Guerre en ayant toujours un œil sur ce qui se fait sur le chantier. Donc d'ailleurs pour les contremaîtres ou pour les ouvriers, ça doit être assez étrange, voire pénible, d'avoir l'œil du maître. Et si Louis XIV est aussi impliqué, c'est qu'il a désormais une vision très précise du futur Versailles. Non seulement son château sera somptueux, mais il sera aussi accompagné de jardins à sa mesure, ou plutôt à sa démesure. En parallèle de la construction des bâtiments, un autre chantier se déploie tout autour de Versailles. Des espaces verts somptueux qui seront dessinés par le fameux jardinier de Vaux-le-Vicomte, André Le Nôtre. C'est véritablement une volonté de Louis XIV d'avoir de tels jardins et c'est montrer qu'il est le maître non seulement des hommes mais aussi de la nature. Pour la première fois, les paysagistes et les jardiniers travaillent sur des proportions démesurées. Des centaines d'hectares de jardins. Dans les jardins, eh bien, là aussi, rien n'est nouveau, mais tout est nouveau, parce que tout est beaucoup plus grand. On sait tracer, évidemment, des grands axes, des perspectives, jamais à de telles dimensions. Finalement, rien n'est nouveau dans cette construction, si ce n'est l'ampleur sans précédent du chantier, qui fait que tous les savoir-faire artisanaux ne fonctionnent plus et qu'il y a besoin d'inventer de nouvelles solutions techniques et scientifiques. Pour adapter les outils aux dimensions gigantesques et accélérer la construction du château et de ses jardins, Louis XIV décide de faire venir les plus grands savants d'Europe à Versailles. Tous doivent redoubler d'inventivité pour apporter des solutions, et ça fonctionne.
On va convoquer l'optique, la géométrie, l'astronomie même, pour faire des tracés à très grande distance. On met au point des nouveaux instruments de relevé de terrain beaucoup plus précis. On gagne en gros un facteur 10 sur la précision des outils. Par exemple, pour réaliser des mesures sur de longues distances, les hommes du chantier utilisent une lunette à niveau. Ce nouvel instrument permet des calculs précis sur plus de 400 mètres de distance, contre seulement 60 jusque-là. Et ce nouvel outil est crucial sur une œuvre toute particulière du chantier de Versailles. Je pense que l'objet qui est le plus représentatif de cette volonté, c'est dès 1668 le percement du Grand Canal, qui permet de donner justement cet aspect rectiligne. Il va falloir corriger la perspective naturelle, donc agrandir progressivement les bras du canal. Et tout cela, il faut le mesurer et l'arpenter sur le terrain sur des distances colossales. Le percement du Grand Canal est un pari fou. Il s'étend sur 1,8 km, long comme 36 piscines olympiques. Mais ces innovations ne seront pas suffisantes pour mener à bien ce chantier démesuré et contenter les fantasmes du roi. Plus de 20 ans après le début du chantier, la construction du plus grand château d'Europe se poursuit. Le domaine royal mesure maintenant plus de 700 hectares. Et pour avoir de beaux jardins, des centaines de fontaines vont être installées. Mais la mise en œuvre va s'avérer particulièrement compliquée. Versailles, c'est un des rares châteaux en France qui ne passe pas à proximité d'un cours d'eau. Et pour un roi qui désire toujours plus de fontaines, eh bien, c'est problématique. À Versailles, il n'y a pas d'eau. Plus exactement, quand il y a des eaux, ce sont des petits ruisseaux. Et pourtant, Louis XIV a voulu avoir ce qu'on appelait à l'époque le contentement des fontaines. L'eau manque. Par conséquent, il a été nécessaire de créer des étangs artificiels. Et avec des systèmes d'aqueducs souterrains ou des aqueducs aériens, on va faire arriver de l'eau. Puisque Louis XIV souhaite de nombreuses fontaines, mais qu'il n'y a pas d'eau à Versailles, toutes les eaux environnantes sont détournées. Les eaux de l'étang de Clagny, celles de Bièvre à l'étang du Val. On va même jusqu'à Rambouillet, situé à plus de 33 km de Versailles. Mais tous ces travaux ne suffisent pas à alimenter les jets d'eau du château et à contenter les envies du roi. Une question se pose alors. Comment faire fonctionner les milliers de fontaines avec une si faible alimentation en eau? Les maîtres fontainiers imaginent alors une solution provisoire pour satisfaire le roi. On ouvrira la fontaine au fur et à mesure de la promenade du roi. Donc les maîtres fontainiers guettent l'arrivée du roi, font signe au bosquet suivant d'ouvrir les arrivées d'eau. On donne des fois des petits coups de sifflet pour prévenir que le roi va arriver. Et dès que le roi rentre dans le bosquet, tout fonctionne, les jets d'eau sont là, il passe un moment. Et dès qu'il va ressortir, on va tout de suite fermer pour avoir suffisamment de pression pour la suite de la promenade. Pour faire fonctionner toutes les fontaines plusieurs heures par jour, il ne reste qu'une solution, détourner l'eau de la Seine. Seulement le projet s'annonce compliqué, voire impossible. Et ce n'est pas une affaire de distance, la Seine étant située à quelques kilomètres seulement. C'est plutôt une question de dénivelé. Le château de Versailles se trouve à 142 mètres au-dessus du niveau du fleuve. Il faudrait donc réussir l'exploit de faire remonter l'eau. C'est une lutte contre la pesanteur, car à l'époque, si vous voulez, tous les aménagements hydrauliques utilisaient la déclivité du sol, et donc on ne détournait que s'il y avait une pente suffisante pour amener les eaux. Ce genre d'invention n'a jamais été réalisé et dépasse toutes les connaissances hydrauliques de l'époque. Mais un scientifique va proposer un projet fou et démesuré. Une machine capable de déjouer les forces de la nature.
Sur les rives de la Seine, dans la petite ville de Marly, située à 7 km de Versailles, une machine révolutionnaire est construite. Ses dimensions sont titanesques, 57 mètres sur 45. Le principe de cette machine de Marly est simple. 14 roues à aubes sont entraînées par le courant du fleuve. Elles déclenchent des pompes qui puisent l'eau de la Seine et la propulsent. L'eau monte dans des tuyaux jusqu'à un premier puisard, situé à 45 mètres de hauteur, puis jusqu'à un deuxième, à 104 mètres de dénivelé. L'eau de la Seine est ensuite acheminée jusqu'à Versailles, avec un aqueduc de 643 mètres de longueur. La machine de Marly demande des ressources faramineuses. 17 000 tonnes de fer, 800 tonnes de plomb et 800 tonnes de fonte. Pendant 7 ans, 1800 hommes œuvrent sur ce chantier. Le principe de la grande machine de Marly, c'est de transformer la force horizontale et continue du fleuve en force verticale et alternative pour faire remonter les eaux jusqu'au viaduc pour ensuite déverser les eaux jusqu'à Versailles. Mais si cette machine est colossale, elle n'en reste pas moins dangereuse. Elle est dangereuse parce que tout ça n'est pas très solide, donc il y a parfois des articulations qui lâchent, des morceaux de bois qui traversent la machine, et donc on note aussi un nombre assez élevé d'accidents à la fois pendant la conception et pendant l'exploitation, mais c'est un exploit technologique de premier ordre pour l'époque. La machine de Marly est un exploit technologique, mais son résultat n'est pas à la hauteur des espérances. Elle devait fournir au château de Versailles jusqu'à 6000 mètres cubes d'eau par jour. Elle n'en fournira que la moitié. Ces eaux à Versailles ont été la fierté de Louis XIV, mais également son plus intense tourment. Puisque la machine de Marly ne suffit pas à alimenter le château en eau, il faudra trouver d'autres solutions. Et peu importe ce qu'il en coûte. À Versailles, le chantier du château poursuit son cours. Tout est mis en œuvre pour recevoir le roi Soleil et ses milliers de courtisans. 2 ailes sont construites, l'une au sud et l'autre au nord du château. Puis les grandes et petites écuries face au château. Enfin, les ailes des ministres et le grand commun sont édifiées côté ville. Le domaine passe de 700 à plus de 5000 hectares. C'est 7 fois plus qu'au début des travaux. Mais comme si Versailles en exigeait toujours plus, ces énormes moyens déployés ne vont pas suffire pour loger le roi et toute sa cour. Nous sommes le 6 mai 1682. 20 ans après les premiers travaux, le roi Louis XIV s'installe au château. Il est accompagné de 3000 courtisans. Mais à peine arrivé sur les lieux, rien ne va se passer comme prévu. Les travaux sont loin d'être terminés, mais tout cela est terminé en termes de maçonnerie et on en est encore plus ou moins au décor. Il faut bien se rendre compte que Louis XIV et les courtisans ont vécu dans l'odeur de la peinture, au milieu des gravats, entourés par la poussière de marbre ou de stuc. Mais surtout, il y a toujours une faille à Versailles. Un problème qu'il est urgent de solutionner, l'approvisionnement en eau. Maintenant que la cour est installée, le roi souhaite à tout prix voir ses fontaines fonctionner plusieurs heures par jour. Mais comment résoudre ce problème omniprésent depuis le début des travaux? Pour résoudre cette situation, un projet est envisagé. Un canal de plus de 80 km de long sur la rivière de l'Eure. Il n'y a pas de précédent en France de dérivation d'un grand fleuve pour ramener de l'eau pour l'agrément du souverain. C'est un cas unique. Avec cette solution, 100 000 mètres cubes d'eau pourraient être acheminés à Versailles. Cela pourrait remplacer toutes les machines et toutes les dérivations mises en place jusque-là pour approvisionner le château en eau. Comment? En transportant l'eau du canal jusqu'à Versailles, grâce à un aqueduc géant de 3 étages
est de plus de 73 mètres de hauteur. Là encore, il n'y a pas de temps à perdre. Plus de 30 000 hommes sont mobilisés sur ce chantier hors norme. Mais les conditions sont difficiles et rapidement, de nombreuses épidémies font rage. La mortalité a été très élevée sur le chantier de l'Eure, puisqu'on a compté environ 20 000 morts. Le roi n'hésite pas à faire venir des troupes, non pas seulement pour faire des travaux de terrassement, des travaux de manœuvre, mais également de par leur présence, intimider ceux qui pourraient éventuellement se révolter. Pourtant, c'est un autre événement majeur qui va venir interrompre ce chantier colossal. Plusieurs pays européens se liguent contre la France après l'annexion de territoires allemands par Louis XIV. Cette guerre, c'est celle de la Ligue d'Augsbourg. Louis XIV débute une guerre qui s'appelle la guerre de la Ligue d'Augsbourg. La Ligue d'Augsbourg, c'est une coalition de pays européens contre la France, et Louis XIV va être obligé de se défendre contre cette coalition, ce qui va coûter énormément d'argent et ce qui va tout simplement l'obliger à arrêter la construction de ce projet complètement démesuré, de détournement d'une rivière. Les étapes de la construction du château de Versailles suivent les alternances de guerre et de paix. Pendant les périodes de guerre, le chantier, s'il ne s'interrompt pas complètement, est considérablement ralenti. Lorsque la paix s'annonce, alors là, les travaux reprennent. Mais le chantier de l'Eure, lui, ne reprendra jamais. Toutes ces constructions seront laissées à l'abandon, comme en témoigne cet aqueduc, à Maintenon. Ces travaux sur le canal laissent une ardoise exorbitante. 9% du coût total de la construction du château est englouti par ce seul chantier, soit près de 90 millions d'euros. Si l'alimentation en eau du château est un échec, Louis XIV va prouver la puissance de son empire avec un autre chantier. À l'intérieur du château, un défi attend les équipes. À l'ouest, la grande terrasse à l'italienne a été fermée. De terrasse, elle est devenue galerie. Une galerie aux proportions incroyables. 73 mètres de long, 10 mètres de large et 13 mètres de hauteur sous plafond. Tous les plus beaux matériaux de l'époque y sont utilisés, du marbre rouge et de l'or. Mais comme à son habitude, Louis XIV souhaite quelque chose d'encore plus grandiose et lumineux. Pour ce faire, il veut border les murs de la galerie de grands miroirs. La galerie des glaces est là encore une prouesse qu'on peut observer à Versailles. Déjà, pour la concentration du nombre de miroirs. Les glaces sont des objets particulièrement chers à l'époque, très difficiles à réaliser. Problème, il n'y a qu'en Italie, à Venise, que ces glaces, autrement dit, ces miroirs sont fabriqués. Louis XIV a peut-être les moyens d'un roi, mais leur nombre est trop important pour qu'il puisse se les offrir. Une seule solution s'impose alors, faire fabriquer ces miroirs en France. Il va y avoir une véritable guerre de technologie qui va se mettre en œuvre pendant ce chantier, de façon à aller dérober le savoir-faire vénitien, qui était particulièrement préservé, puis peur de voir justement ces techniques très pointues et que ne maîtrise que Venise partir hors de la République de Venise. L'intendant des finances du roi, Jean-Baptiste Colbert, décide alors de faire espionner les maîtres verriers vénitiens pour s'approprier leur technique. Et donc Colbert va envoyer un de ses hommes de main découvrir deux ouvriers qui ont des problèmes d'argent, donc ils sont un point d'entrée. Il va, comme on dit aujourd'hui, les exfiltrer de Venise. Donc vous voyez que ça va impliquer finalement des œuvres dignes d'agents secrets pour faire sortir ces détenteurs d'un savoir-faire. Si le secret de Venise est aussi bien gardé, c'est parce qu'il est très complexe de réaliser une glace. Il faut tout d'abord trouver la bonne recette pour obtenir un reflet. Il y a un réglage qui est très difficile à obtenir pour avoir le teint, c'est-à-dire toute la matière arrière qui va réfléchir et renvoyer donc l'image.
Pour obtenir la réflexion, il faut mélanger l'étain avec une substance particulièrement dangereuse. Il faut bien doser des matières très toxiques, la plus toxique étant le mercure, car au moment où vous allez couler sur la plaque à chaud, le mercure, il va y avoir évidemment beaucoup d'émanations. Et le secret de la fabrication des miroirs de la Grande Galerie ne s'arrête pas là. À l'époque, les maîtres verriers ne sont pas capables de faire des glaces qui dépassent 70 cm de côté. Or, Louis XIV souhaite d'immenses miroirs. Il va donc falloir trouver une nouvelle technique pour fabriquer de grandes vitres. À la technique du soufflage, on a substitué la technique du laminage, technique savante, sophistiquée, qui a permis de créer des miroirs de plus grande dimension. Le laminage est un procédé expérimental qui permet de doubler la taille des glaces et d'améliorer la qualité du verre. Il faut tout d'abord faire couler du verre brûlant et liquide sur une grande table métallique. L'ouvrier peut alors donner au verre la forme et la taille qu'il souhaite. Le verre est ensuite compressé avec un rouleau en cuir. Cette technique est révolutionnaire car elle permet d'avoir des glaces immenses, ce qui est inédit pour l'époque. Lorsque les visiteurs viennent à Versailles, ils ne peuvent être qu'époustouflés parce que déjà, ils se voient en pied. Généralement, on ne se voyait pas en pied, on se voyait dans des miroirs à main. On n'avait pas de miroir aussi grand pour pouvoir se voir en pied. Le résultat est à la hauteur des moyens mis en œuvre. La Galerie des Glaces est éblouissante. Mettre 357 miroirs qui se reflètent dans des fenêtres pour agrandir la pièce, parce que les dimensions sont quand même assez démentielles, c'est 73 mètres de long, 10 mètres 50 de large, 12 mètres 50 de hauteur. L'idée d'agrandir cette pièce encore plus par ce système de reflet des miroirs et d'en mettre autant, ça prouve qu'il a de l'argent. Donc, c'est une affirmation politique de sa puissance en Europe. Grâce à la Galerie des Glaces, la France prouve sa capacité d'innovation en perfectionnant toutes les technologies de l'époque. Et c'est bien l'enjeu de la construction du château de Versailles. Car à travers l'immensité et la beauté de son château, Louis XIV a une ambition. Montrer qu'il est un monarque influent à la tête d'un royaume solide. Il a été admiré. Pourquoi? Eh bien parce que Louis XIV, qui était aussi un grand communicant, a organisé la propagande autour de son château. Partout dans le monde, des gravures et des peintures sont diffusées pour montrer l'évolution du chantier du château de Versailles. Ça, c'est le rôle aussi du service de communication autour de Louis XIV, qui est là pour assurer la propagande et l'image du roi et du royaume. En cela, donc c'est une sorte d'arme de dissuasion que de construire ce grand palais. Si on investit dans l'architecture et dans un bâtiment, ça veut dire que tout le reste du royaume est maîtrisé, que tout se passe bien, que les frontières sont protégées et que le royaume est prospère. Tout est donc mis en œuvre pour faire connaître Versailles. De nombreux monarques et ambassadeurs sont ainsi conviés à venir visiter le château du Roi Soleil. On a des témoignages de visiteurs étrangers qui décrivent les merveilles, les jets d'eau, la machine de Marly. Donc on a effectivement toute une documentation qui retrace cet énorme prestige du lieu à l'étranger. Les contemporains sont assez éblouis lorsqu'ils arrivent à Versailles. Déjà, le jeu des couleurs, le matin, lorsque vous arrivez avec l'or qui se trouve sur les grilles, qui se trouve aussi sur le toit, beaucoup de récits disent qu'on a l'impression qu'une couronne d'or est posée sur le château. Donc on est assez ébloui. Il faut penser à l'impact que tout cela peut avoir sur un visiteur du XVIIe siècle qui n'a pas autant d'images que nous. On peut facilement trouver un livre, une image sur Internet. Au moins, on sait à quoi ressemble Versailles avant d'y aller, ce qui n'est pas forcément le cas au XVIIe siècle. Donc, l'effet est encore plus éblouissant puisque c'est une démesure et un plan gigantesque auquel on n'est absolument pas habitué. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, c'est cette puissance lumineuse du château et du roi qui fascinait le plus les contemporains à l'époque. On le voit dans les témoignages, dans les mémoires. Dans un siècle où on n'avait pas l'électricité, eh bien, cette puissance lumineuse fascinait.
L'innovation et la grandeur ne s'arrêtent pas aux portes du château. En effet, autour du domaine royal, c'est toute une ville qui se construit. Une ville qui doit être à l'image du palais de Versailles, moderne et innovante. L'idée de Louis XIV est aussi d'accompagner la création de Versailles avec une cité nouvelle, très organisée, de rues bien tracées. Et donc Versailles est aussi une ville nouvelle qui a été créée en une trentaine d'années avec toute une série de services publics nouveaux qu'on ne connaissait pas. Il y a des routes, il y a l'éclairage nocturne, il y a des services de transport qui sont mis en place entre Paris et Versailles. Donc c'est aussi l'émergence de ce qu'on pourrait appeler les services publics municipaux qui vont fleurir partout. En seulement 30 ans, Versailles passe d'un petit village de 500 personnes à une ville attractive de plus de 25 000 habitants. Une ville copiée dans le monde entier. Versailles sert aussi de modèle pour réaliser des villes nouvelles. Alors, notamment Washington, les plans de Washington sont en partie inspirés de ceux de la ville et du site de Versailles, avec beaucoup d'espaces verts, des grandes allées, etc. Et donc on retrouve aussi tout ça. Et donc dans le laboratoire qu'a été Versailles, la composante ville nouvelle a également servi de référence à l'étranger. Et rien que cela illustre la profondeur du talent de tous ceux qui ont conçu cela. Un plan de ville moderne, au tracé géométrique et qui laisse une place prépondérante à la nature. La capitale américaine n'est pas la seule à s'être inspirée du modèle Versailles. Il y a aussi Saint-Pétersbourg, Londres ou Canberra en Australie. Toutes ont suivi le même exemple. En l'espace de 53 ans, la cité de Versailles a radicalement changé. De petit village sur une butte, elle abrite maintenant le plus grand château d'Europe, siège du pouvoir français. Mais un événement va venir tout bousculer. Nous sommes en 1715. 53 ans après le début des travaux, le chantier de Versailles est presque terminé. Et le pari du roi Soleil semble gagner. Le domaine royal s'étend maintenant sur 11 000 hectares, soit 15 fois la surface du Versailles d'origine. Le monde entier est impressionné par le prestige et la modernité du château. Seulement, cet empire a un prix. Au total, sa construction aurait coûté pas loin d'1 milliard d'euros. « 1er septembre 1715, Louis XIV meurt. Son successeur, Louis XV, âgé de seulement 5 ans, quitte le château pour s'installer au Palais Royal à Paris. La cour suit le jeune roi et abandonne le château de Versailles. Ce qui nous marque, c'est quand même cette idée qu'il y avait des milliers de personnes qui vivaient à Versailles jusqu'au 1er septembre 1715. Alors quand je dis des milliers de personnes, c'est 3 000 à 5 000 personnes. Et puis d'un coup, quasiment plus personne n'est à Versailles. Donc c'est vraiment cette idée de vide. La vie économique s'effondre à Versailles puisque la cour n'est plus présente. Tous les marchands, tous les hôteliers, tous les aubergistes sont dans une difficulté pas possible parce que la cour a quitté Versailles. Les années passent et le château est laissé à l'abandon. Jusqu'en 1722, où le jeune roi Louis XV décide de revenir vivre à Versailles. Des travaux sont alors réalisés. De nouveaux bâtiments apparaissent comme l'Opéra Royal et le Petit Trianon. Des chantiers qui n'auront jamais la même envergure qu'à l'époque de Louis XIV. Mais en 1789, plus d'un siècle après le début des travaux, un événement va venir changer à jamais l'identité du château, la Révolution française. Octobre 1789 va être le tournant de la vie du château, qui va perdre sa vocation de lieu d'habitation, de siège du pouvoir, de siège du gouvernement. Le château se vide de ses habitants, le corps se vide de son sang. On va se retrouver avec cette immense coquille inhabitée, vide. Et surtout un bâtiment colossal. Qu'est-ce que l'on peut bien faire de ce grand bâtiment ?
À partir de la Révolution, le château ne sera plus jamais une résidence principale de la monarchie. Et il connaîtra dès lors une fonction bien différente. Aujourd'hui, le château de Versailles est un musée, classé au patrimoine mondial de l'humanité. Mais comme au XVIIe siècle, les bâtiments connaissent encore d'importants travaux. En effet, l'entretien de tels édifices exige de nombreuses restaurations. La conservation d'un château comme celui-ci est très complexe puisque tout est colossal. La moindre commande de tissu, ce sont des dizaines et des dizaines de mètres de tissu, des kilomètres de galons, plus de 10 hectares de toiture. Donc dès que l'on commence à faire quelque chose, c'est une affaire d'ampleur et une affaire très chère à réaliser. Je crois que le gros effort qui a été fait depuis plusieurs décennies pour redonner à Versailles toute sa beauté, ses qualités d'antan, explique toujours cette immense popularité auprès des étrangers. Et quand on pense à la France, on pense d'abord à Versailles. 4 siècles après le chantier, le rayonnement du château à travers le monde est intact. C'est un investissement, en quelque sorte, en communication qui a très bien fonctionné, puisqu'il est toujours là et on en parle toujours. Le mot qui permettrait de résumer, en quelque sorte, le château de Versailles, pour un de nos contemporains, vivant en notre siècle, ce serait le mot démesuré. Au total, 53 ans auront été nécessaires pour créer le plus grand château du monde. Un château qui aura nécessité le travail acharné de dizaines de milliers d'ouvriers, des ingénieurs et des concepteurs aux techniques révolutionnaires. Louis XIV voulait faire rayonner la France, Paris réussit. Versailles restera à jamais l'œuvre du roi le plus mythique de l'histoire, le roi Soleil.